d'autres de tous âges. Le livre de Michaeline m'a ouvert les yeux sur une autre conséquence de la famille nucléaire, dont je n'avais pas mesuré à ce point l'importance. Pendant des heures et des heures, le parent est le seul interlocuteur de l'enfant. Ce face-à-face entraîne fatalement tension mutuelle et épuisement du parent. Les enfants ont énormément d'énergie et de besoins sociaux. Entourés de multiples adultes et d'autres enfants de tous âges autour d'eux, non seulement ils s'apaisent parce que leurs besoins d'interaction sont satisfaits, mais ils développent de meilleures compétences relationnelles et émotionnelles. Les enfants apprennent plus facilement avec d'autres enfants. Un souvenir me revient. Il a suffi d'une après-midi sans surveillance adulte, avec des jeunes un peu plus grands qu'eux, pour que Margot et Adrien sautent allègrement dans l'eau, alors que mon mari et moi avions passé des heures à la piscine à tenter de les en convaincre sans succès. Chez nous, nombre de psys parlent encore de période d'opposition. Selon eux, ce serait une étape universelle du développement. Mais si c'était le cas, pour quelles raisons seuls les petits occidentaux la traverseraient-ils? Et si attitude parentale et conditions de vie étaient en cause? Rosie est pile dans cet âge difficile. Pourtant, lorsque sa mère applique, malgré ses doutes, l'approche patiente, affectueuse et tendre qu'elle apprend des chasseurs-cueilleurs, les crises semblent se calmer par miracle. Elle comprend qu'elle peut mettre au panier le motto occidental, mettre des limites avec fermeté, qui aggrave les choses en ne répondant pas aux causes des comportements de l'enfant. Quelles sont les origines de nos croyances si weird sur l'éducation, de notre regard sur les enfants tout à la fois idéaliste et méfiant? Ils me manipulent? Savez-vous pourquoi bébé dort dans sa chambre? D'où vient l'idée d'une éducation au sommeil? Pourquoi les étagères débordent de jouets? Je vous laisse découvrir les réponses dans le livre, mais sachez qu'elles ne sont fondées ni sur la science, ni sur l'expérience de leur efficacité, contrairement aux approches ancestrales bien étayées de nos jours par la recherche scientifique. L'auteur revient de ses voyages une besace pleine d'outils concrets, mais surtout, elle n'est plus en colère contre sa fille. Elle sait désormais qu'un enfant est naturellement équipé pour être empathique et coopérant. S'il ne l'est pas, c'est qu'il en est empêché. Pour élever des enfants responsables, débrouillards et attentionnés, il est temps de troquer individualisme, compétition, contrôle et surprotection contre connexion, coopération, autonomie et nature. Il nous reste un défi à relever. Appliquer ces principes directeurs dans notre quotidien occidental. Mais si Michaeline l'a fait, avec des résultats si spectaculaires sur sa fille Rosie, pourquoi pas nous? Prologue. Je me souviens du moment où j'ai touché le fond en tant que mère. Il était 5 heures, un matin glacial de décembre. J'étais allongée sur mon lit et je portais le même pull que la veille. Ça faisait des jours que je ne m'étais pas lavé les cheveux. Dehors, le ciel était d'un bleu sombre. Les lampadaires brillaient encore de leur lumière jaune. Dans l'appartement régnait un calme sinistre. Tout ce que j'entendais, c'était Mango, notre berger allemand, qui respirait couché sous le lit. Tout le monde dormait, sauf moi. J'étais parfaitement réveillée. Je me préparais au combat. J'étais en train de me demander comment gérer ma prochaine rencontre avec l'ennemi. Comment allais-je réagir quand elle allait de nouveau me taper, me gifler, me donner des coups de pied ou me mordre? C'est terrible d'appeler ma fille l'ennemi. Dieu sait que je l'aime plus que tout. Et sous bien des aspects, c'est une petite personne merveilleuse. Elle est superfutée, follement courageuse, et elle a la force d'un bœuf, tant physiquement que mentalement. Quand Rosie tombe au parc, elle se relève aussitôt. Pas d'histoire, pas de drame. Et je vous ai parlé de son odeur? Oh, j'adore son odeur. Surtout celle du dessus de son crâne. Quand je pars en reportage pour NPR, c'est ce qui me manque le plus. Son odeur, comme un mélange de miel, de lys et de terre humide. Ce doux parfum est envoûtant. Il est aussi trompeur. Un feu brûle dans le ventre de Rosie. Un feu incandescent. Ce feu l'anime,
Il l'a fait évoluer dans le monde avec un but féroce. Comme l'a dit un de mes amis, c'est une destructrice des mondes. Quand Rosie était bébé, elle pleurait beaucoup, pendant des heures chaque soir. Si elle n'est pas en train de manger ou de dormir, elle pleure, avait dit mon mari paniqué à la pédiatre. Le médecin avait haussé les épaules. Ce n'était clairement pas la première fois qu'elle entendait cela. « Eh bien, c'est un bébé », avait-elle répondu. Rosie avait maintenant 3 ans et tous ses pleurs s'étaient transformés en colère et en un torrent de violence contre nous. Quand elle craquait et que je la prenais dans mes bras, elle avait pris l'habitude de me gifler. Certains matins, je quittais la maison avec la marque rouge de sa main sur ma joue. C'était dur, bon sang. Ce matin paisible de décembre, allongé sur mon lit, je m'autorisais à faire un douloureux constat. Un mur était en train de se dresser entre Rosie et moi. Je commençais à redouter les moments passés ensemble parce que je craignais ce qui pourrait arriver. Je craignais de perdre mon sang-froid, encore, de faire pleurer Rosie, encore, de ne faire qu'empirer son comportement, encore. Au bout du compte, j'avais peur que Rosie et moi devenions ennemis. J'ai grandi dans un foyer empreint de colère. Les cris, les claquements de porte et même les lancers de chaussures étaient des moyens de communication normaux pour mes parents, mes 3 frères et sœurs et moi. Aussi ai-je commencé par adopter la même réaction que mes parents face aux crises de Rosie, soit un mélange de colère, de fermeté et d'effrayants éclats de voix. Ces réponses ne faisaient que se retourner contre moi. Rosie se cambrait, criait comme un putois et s'effondrait par terre. Par ailleurs, je voulais faire mieux que mes parents. Je voulais que Rosie grandisse dans un environnement paisible et qu'elle intègre des moyens de communication plus fructueux que le lancer de Doc Martens dans la tête de son interlocuteur. Après avoir consulté Dr Google, j'ai décidé que l'approche éducative optimale pour endiguer les crises de rage de Rosie était d'incarner pour elle une autorité naturelle et empathique. De ce que j'en savais, cela signifiait être à la fois ferme et bienveillant. J'ai ainsi fait de mon mieux pour y parvenir. Mais je n'ai jamais réussi parce que, maintes et maintes fois, cette capacité d'écoute et de soutien me faisait défaut. Rosie voyait bien que j'étais toujours furieuse et on se retrouvait systématiquement piégés dans le même cycle. Ma colère ne faisait qu'empirer son comportement. J'étais de plus en plus fâchée et ses colères finissaient en bombes atomiques. Elle mordait, agitait les bras et se mettait à courir dans tout l'appartement en renversant les meubles. Même la tâche la plus simple, comme se préparer pour aller à l'école le matin, se transformait en pugilat. « Est-ce que tu peux juste enfiler tes chaussures ?» suppliai-je pour la 5e fois. « Non !» hurlait-elle avant d'entreprendre de retirer sa robe et ses sous-vêtements. Un matin, je me suis sentie tellement mal que je me suis agenouillée sous l'évier de la cuisine et j'ai crié en silence dans le placard. Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi est-ce qu'elle ne m'écoute pas? Qu'est-ce que je fais de mal? Pour être honnête, je ne savais absolument pas comment gérer Rosie. Je ne savais pas comment faire cesser ses crises, et ne parlons pas de lui apprendre à être une personne gentille, serviable et soucieuse des autres. La vérité, c'est que je ne savais pas comment être une bonne mère. Jamais auparavant, je n'avais été aussi mauvaise dans quelque chose que je voulais réussir. Jamais auparavant, l'écart entre mon savoir-faire réel et le niveau de compétence que je souhaitais atteindre n'avait été aussi terriblement grand. Et j'étais là, allongée sur mon lit aux petites heures du jour, redoutant le moment où ma fille, l'enfant adoré que j'avais attendu pendant tant d'années, se réveillerait. À chercher dans mon esprit une façon de me connecter avec cette petite personne qui semblait, sous bien des aspects, être une folle furieuse. À chercher comment me sortir de ce grand n'importe quoi que j'avais créé. J'étais perdue. J'étais épuisée. J'étais désespérée. Quand j'envisageais l'avenir, je voyais toujours plus ou moins la même chose. Rosie et moi serions constamment en guerre et avec le temps, ma fille ne ferait que grandir et devenir plus forte. Mais ça ne s'est pas passé de cette manière, et ce livre raconte comment ce changement profond et inattendu s'est opéré dans nos vies. Tout a commencé par un voyage au Mexique, où une expérience m'a ouvert les yeux
entraînant d'autres voyages dans différentes parties du monde, avec chaque fois Rosie. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.